Et si tout ce que les fans pensaient savoir sur Dog Whisperer n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste? Pendant des années, César Millan a été célébré comme l'homme capable d'entrer dans n'importe quelle maison, de calmer les chiens, les plus en difficulté, et de laisser derrière lui des familles paisibles qui avaient presque perdu espoir. Pourtant, une fois que les caméras ont cessé de tourner et que les lumières de la télévision se sont éteintes, une autre réalité existait dans les coulisses, pleine de controverses, de chagrins, de critiques et de luttes profondément personnelles, dont de nombreux téléspectateurs n'avaient jamais entendu parler. Le public a vu la confiance, la certitude et des transformations remarquables, mais cachés derrière cette image soigneusement construite, se trouvaient des moments qui remettaient en question tout ce que les gens pensaient comprendre de l'homme et de la série. Des millions de téléspectateurs admiraient César comme quelqu'un qui semblait posséder un lien presque surnaturel avec les chiens. Les familles qui avaient épuisé toutes les autres options plaçaient souvent leurs derniers espoirs entre ses mains, estimant que si quelqu'un pouvait résoudre le problème, ce serait bien lui. Cependant, tandis que d'innombrables fans le qualifiaient de faiseur de miracles, un autre groupe regardait chaque épisode avec une inquiétude croissante, convaincu que les méthodes qui le rendaient célèbre soulevaient des questions difficiles qui méritaient un examen plus approfondi. Le débat a commencé presque dès la première apparition de Dog Whisperer à la télévision, et il n'a jamais vraiment disparu. Les comportementalistes animaux, les vétérinaires, les dresseurs certifiés et les chercheurs remettent de plus en plus en question la philosophie qui constitue le fondement de l'approche de César. Au lieu de célébrer ces techniques, ils se sont demandé si les transformations spectaculaires dont les téléspectateurs ont été témoins aidaient réellement les chiens à long terme, ou réprimaient simplement leur comportement par la peur et la pression. Au centre de la controverse se trouvait la croyance de César dans le leadership et la domination de la meute. Il expliquait souvent que les chiens domestiques possédaient encore bon nombre des instincts de leurs ancêtres loups et recherchaient naturellement un chef calme et confiant pour créer la stabilité au sein du foyer. Selon sa philosophie, les problèmes de comportement se développaient lorsque les propriétaires ne parvenaient pas à s'imposer comme leaders, permettant à des comportements anxieux ou dominants de prendre le contrôle. Pour renforcer ce leadership, César s'appuyait fréquemment sur des corrections physiques de l'aise des touches soigneusement chronométrées, le positionnement du corps et des techniques conçues pour interrompre les comportements indésirables dès leur apparition. À la télévision, ces interventions semblaient souvent remarquablement efficaces, les chiens agressifs ou craintifs apparaissant sensiblement plus calmes en quelques minutes. Pour de nombreux téléspectateurs, les résultats semblaient presque magiques, renforçant la conviction que César possédait une compréhension unique de la psychologie canine. Ces critiques, cependant, ont vu quelque chose de complètement différent. Ils ont fait valoir que les fondements scientifiques soutenant l'entraînement basé sur la domination avaient été largement abandonnés des années plus tôt, à mesure que la recherche sur le comportement canin évoluait. Selon de nombreux spécialistes, forcer un animal effrayé à se soumettre peut temporairement supprimer un comportement visible mais sous la surface. Cela peut laisser la peur, l'anxiété et le stress non résolus, créant ainsi le potentiel de problèmes encore plus graves plus tard. Des organisations représentant les communautés vétérinaires et des sciences du comportement ont commencé à s'exprimer publiquement contre ces méthodes. Parmi les voix les plus influentes figurait l'American Veterinary Society of Animal Behavior, qui a publié des directives décourageant les propriétaires de s'appuyer sur des techniques basées sur la dominance. Leur position soulignait que traiter les chiens par l'intimidation ou le contrôle physique pourrait accroître la peur plutôt que la confiance, rendant les situations dangereuses encore plus probables au lieu de les prévenir. Ce qui avait commencé comme un désaccord académique s'est progressivement transformé en quelque chose de bien plus vaste qu'un débat scientifique. Les audiences de la télévision ont continué de croître tout comme l'attention du public. Chaque rééducation très visible avait non seulement une valeur de divertissement, mais aussi une responsabilité, car des millions de propriétaires d'animaux surveillaient de près et tentaient de reproduire ce qu'ils voyaient chez eux sans l'expérience ou le jugement d'un dresseur professionnel. Ensuite, la controverse a dépassé la critique professionnelle et est entrée dans la salle d'audience. En 2006, un producteur de télévision a affirmé que son chien avait été blessé lors d'un entraînement au centre de psychologie canine, César, après avoir été placé sur un tapis roulant alors qu'il portait un collier étrangleur.
Bien que le procès ait finalement été réglé à l'amiable, il a intensifié le débat public autour de la sécurité des méthodes de formation du centre et encouragé les critiques à examiner le programme de plus près. Des années plus tard, un autre différend juridique a ajouté encore plus de pression. En 2015, une infirmière de Floride a intenté une action en justice après avoir été attaquée et défigurée de façon permanente par un chien qui venait de terminer sa formation au centre. Même si les circonstances entourant l'incident sont restées juridiquement contestées, l'affaire a une fois de plus soulevé des questions difficiles sur la responsabilité, la réhabilitation et l'efficacité à long terme de techniques de formation très médiatisées. Les critiques du public ont atteint un autre niveau en 2016 après la diffusion d'un épisode montrant un chien mordant un cochon lors d'une séance d'entraînement. Les images ont immédiatement suscité l'indignation de nombreux téléspectateurs, conduisant à des pétitions exigeant l'annulation de la série et incitant les autorités à ouvrir une enquête pour cruauté envers les animaux. Bien que le procureur du comté de Los Angeles ait finalement clos l'enquête sans porter plainte en raison de preuves insuffisantes, la controverse a laissé une autre marque durable sur la réputation publique de César. La contestation judiciaire la plus explosive est peut-être survenue plusieurs années plus tard. En 2021, la gymnaste Lydia Matisse a déposé une plainte très médiatisée contenant des allégations qui ont rapidement suscité une large attention médiatique. Selon le dossier judiciaire, elle a affirmé qu'en 2017, alors qu'elle était encore mineure et poursuivait activement une carrière de gymnastique compétitive, elle avait été gravement attaquée par Junior, l'un des pitbulls de César Millan. Le procès est devenu encore plus sensationnel car il comprenait des allégations supplémentaires allant bien au-delà de l'attaque elle-même. Des documents judiciaires affirmaient que le même chien avait déjà attaqué mortellement l'un des chiens de l'actrice Queen Latifah. Selon le dossier, César aurait dissimulé l'incident en disant à l'actrice que son animal de compagnie avait plutôt été tué dans un accident de la route impliquant un véhicule. César Millan a fermement nié ces allégations, les qualifiant de fausses et fondamentalement inexactes. Alors que la procédure judiciaire se poursuivait, le différend a finalement abouti à un règlement privé empêchant de nombreux détails de devenir publics. Les conditions étant restées confidentielles, de nombreuses questions entourant l'affaire n'ont jamais reçu de réponse complète, laissant les spéculations se poursuivre longtemps après la disparition des gros titres. Quelle que soit l'opinion publique, le procès a encore compliqué l'image publique déjà controversée de César. Pour les supporters, il reste un entraîneur hors du commun, injustement ciblé en raison de sa renommée. Pour les critiques, les batailles juridiques semblaient renforcer les préoccupations qui existaient depuis les premières années de Dog Whisperer. Le fossé entre ces deux perspectives ne faisait que se creuser. Pourtant, aucune des critiques du public n'est comparable à la tragédie profondément personnelle qui s'est déroulée loin des caméras de télévision. Au centre de cette histoire se trouvait un chien remarquable dont l'influence sur la vie de César s'étendait bien au-delà des audiences télévisées ou de la réussite professionnelle. Son nom était Papa, et beaucoup de ceux qui travaillaient aux côtés de César le considéraient tout aussi important pour l'héritage de la série que son célèbre animateur. L'histoire de Papa a commencé d'une manière étonnamment humble. En tant que chiotte américaine pitbull terrier, âgé de 4 mois, il appartenait apparemment au rappeur Redman, qui trouvait le jeune chien énergique trop difficile à gérer en raison de son programme de tournée exigeant. Le chiot a finalement été confié aux soins de César, où ce qui a commencé comme un arrangement temporaire a progressivement évolué vers l'un des partenariats homme-animal les plus extraordinaires de l'histoire de la télévision moderne. Sous la direction de César, Papa est devenu tout le contraire de ce que beaucoup de gens attendaient d'un pitbull. Calme, équilibré, patient et remarquablement tolérant, il est devenu l'exemple vivant du comportement que César croyait que chaque chien pouvait atteindre avec un leadership et une compréhension appropriée. Plutôt que de faire preuve d'agressivité, Papa est devenu connu pour avoir aidé à réhabiliter des chiens craintifs et réactifs que de nombreux propriétaires croyaient irrécupérables. Épisode après épisode, les téléspectateurs ont vu Papa entrer calmement dans des situations impliquant des animaux anxieux ou agressifs et réduire d'une manière ou d'une autre la tension simplement grâce à sa présence. César l'appelait souvent son bras droit, et à plusieurs reprises décrivait Papa comme le véritable génie derrière une grande partie de son travail de réadaptation.
Pour César, papa n'était pas qu'un simple animal de compagnie. Il était un partenaire de confiance, un enseignant et un compagnon constant dont l'influence discrète a façonné d'innombrables transformations réussies. Il y avait une ironie indéniable dans le voyage de papa. Le chiot qu'un propriétaire pensait tout simplement trop difficile à gérer est finalement devenu l'un des chiens les plus célèbres et les plus admirés de l'histoire de la télévision. Un chien autrefois considéré comme un problème a finalement contribué à bâtir une franchise internationale tout en changeant la perception du public sur une race entière, souvent mal comprise par la société. Papa a vécu une vie exceptionnellement longue, atteignant l'âge de 16 ans, malgré une bataille difficile contre le cancer. Le 19 février 2010, il est décédé paisiblement entouré des personnes qu'il aimait le plus. Pour César, la perte a été dévastatrice. Papa avait été à ses côtés pendant presque toutes les étapes importantes de sa carrière professionnelle, et dire au revoir ressemblait moins à perdre un chien qu'à perdre un membre de sa propre famille. Malheureusement, le chagrin ne s'est pas arrêté là. Quelques semaines seulement après la mort de papa, la femme de César Illusion l'informa qu'elle souhaitait divorcer. Après 16 ans de mariage et avoir élevé 2 fils ensemble, leur relation a pris fin au moment précis où ils se débattaient déjà dans un chagrin accablant. Le poids émotionnel des deux pertes, arrivant presque simultanément, s'est avéré presque impossible à supporter. En regardant en arrière des années plus tard, César a ouvertement admis qu'il avait finalement réalisé qu'ils n'avaient jamais été vraiment compatibles. Il pensait que son lien profond avec les animaux avait façonné tous les aspects de sa vie, alors que son ex-épouse ne partageait tout simplement pas cette même passion. Selon César, c'était une prise de conscience douloureuse qui est arrivée bien trop tard pour sauver le mariage. L'impact combiné de la mort de papa et de l'effondrement de son mariage a poussé César dans la période la plus sombre de sa vie. Les routines quotidiennes n'ont plus de sens. Manger ne semblait plus important. Le sommeil devenait de plus en plus difficile et sa santé physique se détériorait à mesure que la dépression le consumait progressivement. Le personnage calme et confiant admiré par des millions de personnes à la télévision s'est retrouvé émotionnellement submergé à huis clos. En mai 2010, la situation était devenue si grave que César a tenté de se suicider par overdose. C'était une contradiction choquante pour quelqu'un dont toute l'identité publique était centrée sur l'équilibre, le contrôle émotionnel et l'aide aux autres à surmonter le chaos. Un traitement médical d'urgence lui a finalement sauvé la vie, mais cette expérience l'a contraint à affronter des blessures émotionnelles qu'aucun succès télévisuel n'a pu effacer. La télé-réalité a créé l'image d'un homme capable de résoudre presque tous les problèmes, mais la célébrité n'offre aucune protection contre de profondes souffrances personnelles. Les caméras peuvent capturer des transformations inspirantes, mais elles ne peuvent protéger personne du chagrin de la dépression ou de l'effondrement émotionnel, une fois le tournage terminé. Dans les coulisses, César menait des batailles que nul public ne pouvait voir. En 2012, lors d'un documentaire du National Geographic Wild, César a parlé publiquement pour la première fois de ce chapitre douloureux. Il l'a décrit comme le point le plus bas émotionnel et psychologique qu'il ait jamais connu. Des sentiments d'échec l'ont submergé et il a admis que le plus grand obstacle qui se dressait sur son chemin était finalement lui-même plutôt que quiconque. Pour de nombreux fans de longue date, ses aveux ont révélé une vulnérabilité dont il n'avait jamais été témoin auparavant. L'homme célèbre pour promouvoir une énergie calme et affirmée a reconnu qu'il avait lui-même perdu son calme et son sens. Ce fut l'un des moments les plus honnêtes de sa carrière, et il a transformé la compréhension du public des luttes cachées derrière son succès télévisuel. Juste au moment où beaucoup pensaient que son histoire était arrivée à son terme, César a surpris presque tout le monde en ouvrant un tout nouveau chapitre. Plutôt que de laisser la tragédie définir le reste de sa vie, il a décidé de se reconstruire en utilisant les mêmes principes de structure, de discipline, de cohérence et de routine déterminée qui avaient toujours guidé son travail avec les animaux. Le rétablissement ne se ferait pas du jour au lendemain, mais il était déterminé à aller de l'avant. Au lieu de s'appuyer exclusivement sur des approches thérapeutiques traditionnelles, César s'est à nouveau plongé dans des routines quotidiennes ciblées. Il a passé des heures à marcher, à renouer avec les chiens vivant dans son centre de psychologie et a progressivement retrouvé le sens qui avait presque disparu pendant ces mois les plus sombres. Chaque petit pas est devenu une partie d'un voyage beaucoup plus long vers la stabilité émotionnelle.
Durant cette période, l'actrice et styliste Jaira Dar est entrée dans sa vie et est devenue une importante source d'encouragement et de stabilité. Leur relation s'est progressivement approfondie, menant finalement à des fiançailles, puis à un mariage. Dans le même temps, César a également renforcé ses relations avec ses fils André et Calvin en les intégrant à l'entreprise familiale et en créant des opportunités de travailler ensemble professionnellement. André a finalement rejoint son père en tant que co-animateur de Dog Nation, une série qui a suivi le couple alors qu'il voyageait à travers le pays pour aider les propriétaires aux prises avec des chiens difficiles. La collaboration représentait plus qu'un autre projet télévisuel. Il symbolisait la reconstruction des relations familiales qui avaient été tendues au cours de certaines des années les plus douloureuses de la vie personnelle de César. Professionnellement, César a refusé de disparaître après que Dog Whisperer ait conclu avec succès ses 9 saisons en 2012. Plutôt que de considérer la fin comme une défaite, il l'a traité comme le début d'une autre étape de sa carrière. De nouveaux programmes ont rapidement suivi, notamment César 911 en 2014 et Dog Nation en 2017, lui permettant de continuer à toucher des publics du monde entier. Son retour le plus marquant est survenu en 2021 avec Better Human, Better Dog, à nouveau diffusé sur National Geographic. De nombreux téléspectateurs de longue date ont immédiatement remarqué que même si le cœur de la philosophie de César restait reconnaissable, sa présentation avait évolué de manière significative. L'émission mettait encore plus l'accent sur l'aide aux gens à comprendre leur propre comportement, soulignant la conviction que transformer la vie d'un chien commence souvent par transformer la position humaine à l'autre bout de la laisse. Alors que ses premiers travaux se concentraient principalement sur la correction du chien, Better Human, Better Dog mettait l'accent sur le propriétaire. César a commencé à souligner que la plupart des problèmes de comportement chez les chiens sont causés par l'énergie et les habitudes des humains qui tiennent la laisse. Il s'agissait d'un changement subtil, mais important, qui reflétait à la fois une croissance personnelle et une réponse à des années de critiques. En 2024, l'émission avait atteint sa 5e saison et était diffusée à la fois sur National Geographic et Disney+. César a fêté ses 20 ans à la télévision, une étape qu'il a marquée en affirmant qu'il était à la télévision depuis 140 ans. Ses livres s'étaient vendus à des millions d'exemplaires dans le monde. Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont dépassé les 20 et 1 million. Il était devenu une star de la télévision 3 fois nominé aux Emmy Awards, dont les programmes étaient diffusés dans plus de 120 pays. Le gamin de Sinaloa, qui nettoyait autrefois des chenils pour un salaire minimum, était devenu une marque mondiale. Et cette fois, il ne prenait rien pour acquis. Comment exactement un enfant de la campagne sans le sou a-t-il réussi à transformer une bande de chiens errants en un billet de plusieurs millions de dollars pour Hollywood, le garçon qu'ils appelaient El Perrero? Bien avant les caméras, les livres à succès et la renommée mondiale. César Millan était un enfant pieds nus dans une ferme de la campagne de Sinaloa, au Mexique. Né en 1969 dans la ville de Culiacán, César a grandi entouré d'animaux. Son grand-père Teodoro était un fermier qui travaillait la terre avec le genre de discipline tranquille qui définira plus tard toute la philosophie de César. Dans cette ferme, César a appris quelque chose que la plupart des dresseurs de chiens ont passé des décennies à essayer de comprendre. Il a appris à écouter les animaux sans dire un mot. Les enfants du coin lui donnaient un surnom. Ils l'appelaient El Perrero, ce qui signifie à peu près le garçon-chien. Pendant que d'autres enfants jouaient au football ou se poursuivaient dans les rues, César passait son temps avec les chiens sauvages qui parcouraient la propriété de son grand-père. Il a étudié leur comportement. Il a observé comment ils communiquaient entre eux, comment ils établissaient l'ordre au sein de leur groupe et comment ils répondaient à l'énergie plutôt qu'aux ordres. C'était un instinct pour lui. Il n'avait pas besoin de manuel ni de certification. Les chiens étaient ses professeurs et le ranch sa salle de classe. En grandissant, César a été captivé par la télévision américaine. Il a regardé des émissions comme Lassie et Rin Tin Tin, des programmes mettant en vedette des chiens hautement dressés, accomplissant des exploits incroyables aux côtés de leurs partenaires humains. Ces émissions ont planté une graine qui allait finalement changer sa vie pour toujours. Il a décidé à l'adolescence de déménager en Amérique et de devenir le plus grand dresseur de chiens au monde. C'était un rêve audacieux pour un enfant pauvre d'un village agricole du Mexique. Il n'y avait pas d'argent pour l'université, il n'y avait pas de voie claire à suivre,
Mais César avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Il avait la conviction inébranlable que son don avec les animaux était réel et que le monde avait besoin de le voir. Sa famille pensait qu'il rêvait trop grand. Ses amis pensaient qu'il était fou. Personne dans le village ne croyait qu'un petit-fils de fermier pauvre puisse réussir en Amérique. Mais les chiens du ranch n'ont jamais douté de lui. Ils le suivirent partout calme et confiant, comme s'ils savaient déjà où le mènerait son voyage. Mais passer d'un ranch poussiéreux du Mexique aux lumières vives d'Hollywood exigerait le genre de risque que la plupart des gens ne prendraient jamais. 100 $ et un rêve. En décembre 1990, César Millan, 21 ans, se tenait à la frontière mexicaine avec rien d'autre qu'une centaine de dollars en poche et un rêve qui semblait incroyablement lointain. Il ne parlait pas anglais, il n'avait pas de visa. Il n'avait pas d'autre projet que de se faire connaître et de trouver du travail avec des chiens. Ce qu'il avait, c'était du désespoir, du courage et le genre de foi qui défie la logique. Le voyage a été dur. Dans une interview simple sur Red Table Talk de Jada Pinkett Smith, en 2018, César a partagé ce que c'était vraiment à la frontière. Il a parlé de passeurs appelés coyotes qui profitent des gens qui tentent de traverser la frontière. Il a évoqué les dangers réels du côté mexicain où les gens peuvent être vendus ou blessés pour leurs organes. Il était honnête sur ce à quoi il était confronté. Il a également révélé quelque chose de surprenant à de nombreux fans. Il a déclaré qu'il lui était arrivé parfois de laisser la patrouille frontalière l'attraper exprès parce que les agents américains fournissaient de la nourriture aux détenus alors que la police mexicaine ne le faisait pas. C'était une façon pour lui de manger tout en économisant ses 100 $. Finalement, César a rencontré un étranger qui lui a proposé de lui faire traverser la frontière pour exactement 100 $. C'était comme un signe. Il a fait confiance à l'homme, lui a remis son argent et a réussi à passer le cap. L'inconnu lui a même rendu 20 $ pour un trajet en taxi jusqu'à San Diego. De là, César s'est rendu à Los Angeles. Il a dormi dans la rue pendant des semaines. Il a appelé tous les chenils de l'annuaire téléphonique pour demander du travail. Son premier travail consistait à nettoyer des cages dans un magasin de toilettage pour chiens. Le salaire était horrible. Les conditions étaient difficiles. Mais César était exactement là où il voulait être. Il était avec les chiens. Les clients de l'atelier de toilettage ont commencé à remarquer quelque chose de remarquable. Leurs chiens nerveux agressifs ou anxieux devenaient soudainement calmes et détendus chaque fois que César était là. Cela les a incités à lui demander s'ils pouvaient dresser leurs animaux de compagnie. Et la nouvelle de son talent unique s'est rapidement répandue dans toute la communauté. Ce qui a rendu son approche si fascinante, c'est qu'il ne s'appuyait pas sur des friandises, ni sur aucun des outils traditionnels généralement utilisés par les entraîneurs professionnels. Mais c'est une rencontre fortuite avec l'une des familles les plus puissantes d'Hollywood qui allait faire d'un immigrant en difficulté un nom connu. La connexion avec les célébrités qui a tout changé. La grande réussite de César Millan n'est pas venue d'un agent artistique ou d'un cadre de télévision. C'est le fruit d'une amitié qui a commencé dans les endroits les plus improbables. Peu de temps après son arrivée à Los Angeles, César s'est lié d'amitié avec une actrice nommée Jada Pinkett Smith. À l'époque, Jada sortait avec Will Smith, et tous deux étaient des amoureux passionnés des chiens. Ils avaient des Rottweilers qui leur posaient des problèmes de comportement, et quelqu'un leur a recommandé le Mexicain calme qui semblait avoir un contact magique avec les chiens difficiles. César a travaillé avec les chiens de Jada et a rapidement constaté des résultats. Le couple a été tellement impressionné qu'ils ont commencé à le recommander à leurs amis célèbres. Mais Jada a fait quelque chose d'encore plus important que de faire passer le message. Lorsque César lui a dit qu'il rêvait de faire une émission télévisée sur les chiens, elle lui a donné des conseils directs qui ont changé sa vie. Elle lui a dit qu'il devrait d'abord apprendre l'anglais. Le lendemain, une des amies de Jada s'est présentée à l'appartement de César dans le centre-sud de Los Angeles et a annoncé qu'elle était sa nouvelle professeure d'anglais. Jada qui a payé une année complète de tutorat. César a finalement ouvert le Dog Psychology Center dans le sud de Los Angeles, un établissement de 2 acres spécialisé dans les chiens de grande race présentant de graves problèmes de comportement. Sa réputation a continué de croître grâce au bouche à oreille et au soutien de célébrités. Puis, en 2002, le Los Angeles Times a publié un article sur lui. L'article a attiré l'attention des producteurs de télévision et 2 ans plus tard, Dog Whisperer, avec César Millan, a été créé sur la chaîne National Geographic.
Le spectacle n'a pas été un succès instantané. Pour la première saison, elle a été diffusée au format d'une demi-heure, en dehors des heures de grande écoute, avec presque aucun soutien promotionnel de la part du réseau. Mais le public l'a découvert grâce au bouche à oreille, de la même manière que César avait bâti sa clientèle. Au cours de la deuxième saison, l'émission avait été étendue à 1 heure et déplacée vers une tranche horaire de grande écoute. Il a finalement été diffusé dans plus de 80 pays à travers le monde. L'immigré clandestin arrivé dans ce pays avec 100 $ en poche était désormais l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision. Partout, les fans se sont appropriés sa devise. Il a dit qu'il avait rééduqué des chiens et formé des gens. Mais la question qui continue de suivre César Millen est de savoir si son héritage sera défini par son retour remarquable ou par les controverses qui refusent de s'estomper. Les fans de l'héritage débattent encore. En 2025, une chose étrange s'est produite. Des vidéos virales ont commencé à circuler sur YouTube, TikTok et Facebook, affirmant que César Millen avait été condamné à la prison à vie. Les vidéos présentaient des titres dramatiques et des vignettes alarmantes. Des millions de personnes les ont regardées. Les affirmations étaient entièrement fausses. Il n'y a eu aucune arrestation, aucune condamnation et aucune accusation criminelle d'aucune sorte. César publiait activement sur ses comptes de réseaux sociaux et faisait des apparitions publiques au moment précis où le canular se propageait. L'histoire fabriquée a été démystifiée par plusieurs médias, mais elle a mis en évidence quelque chose d'important sur la place de César dans la culture populaire. Il reste l'une des figures les plus polarisantes du monde animal. Le débat sur ses méthodes n'a pas disparu. Le dressage moderne des chiens a largement évolué vers des techniques de renforcement positif et de nombreux comportementalistes animaliers certifiés continuent de mettre en garde contre l'approche basée sur la dominance qui a rendu César célèbre. César lui-même aurait ajusté ses méthodes au fil des années, en mettant davantage l'accent sur la psychologie du propriétaire et moins sur les corrections physiques. Son approche de 2026 apparaît plus nuancée que les techniques qui ont d'abord fait de lui un paratonnerre pour les critiques. Mais pour chaque expert qui qualifie ces méthodes de dépasser des milliers de propriétaires de chiens, lui attribue le mérite d'avoir sauvé leurs animaux et leurs familles. En mars 2025, César a lancé la Leadership Community, une adhésion de coaching virtuel en direct qui permet aux fans de se connecter avec lui en tête-à-tête lors de sessions hebdomadaires. Il a également travaillé sur une nouvelle gamme de produits pour animaux de compagnie de César Millen, appelée Trust, Respect, Love. Aujourd'hui âgé de 56 ans, il ne montre aucun signe de ralentissement. Il dirige toujours son centre de psychologie canine de 43 acres à Santa Clarita, en Californie, et a fait allusion à de nouvelles avancées technologiques dans le dressage des chiens. Il y a toujours des rumeurs sur un redémarrage complet de Dog Whisperer, mais César semble satisfait de la marque Better Human Better Dog, qui reflète davantage sa situation actuelle. L'histoire de César Millen n'est pas simple. C'est l'histoire d'un immigrant qui a poursuivi un rêve contre toute attente. C'est l'histoire d'un homme qui a conquis la gloire, mais qui a failli être détruit par le chagrin. C'est l'histoire d'une philosophie qui a inspiré des millions de personnes tout en exaspérant les experts. Et c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire, car le Dog Whisperer n'a pas encore terminé. Selon vous, quel sera le véritable héritage de César Millen? Un homme qui a transformé l'éducation canine ou une figure qui a divisé le monde animal? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche sur votre écran. Vous l'apprécierez.